Je vais d'abord présenter très brièvement les travaux de Lorna Wing et ensuite je donnerai la parole à ma collègue Rita Jordan. On vous a déjà dit donc que Lorna n'a pas pu voyager pour venir à Genève et n'a donc pas pu, n'a pu nous rejoindre à l'occasion de cette conférence. Next, this is better. Do you hear me well enough? Yeah, okay. So it's such a pity that, Bien, comme je le disais, il est tout à fait regrettable que Lorna Wing n'ait pu nous rejoindre. Pourquoi l'avions-nous invitée? Eh bien, selon moi, c'est la reine du domaine de l'autisme. Chris Gilbert a pu dire à son sujet que s'il fallait attribuer un Oscar pour l'œuvre d'une vie dans le domaine de l'autisme, c'est à Lorna Wing qu'il faudrait l'attribuer. Je lui ai donc demandé si elle pouvait s'adresser à nous et nous parler de son rôle de mère et de l'influence de son rôle de mère dans le cadre de son travail. Elle nous a dit à plusieurs reprises qu'elle serait très heureuse de venir à Genève pour participer à ce symposium. Mais à la dernière minute, certains événements se sont produits et sa santé ne lui a plus permis de se déplacer ni de venir prendre la parole devant nous. Et je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné le thème qu'elle devait aborder. Quand vous lui parlez à Lorna Wing, vous avez l'impression qu'il ne s'agit pas simplement d'une experte, d'une spécialiste, d'une professionnelle du domaine, mais plutôt vous avez l'impression de vous adresser à un parent. Quand je l'ai interviewée en tant que journaliste indépendant, elle m'a dit à la fin de l'interview que l'un de ses buts dans la vie, c'était d'arriver à une définition de l'autisme qui puisse être utilisée par les éducateurs, qui puisse s'inscrire dans le domaine de l'éducation. Elle m'a dit qu'elle travaillait parfois dans des institutions où elle voyait des enfants, des adolescents qui partageaient les mêmes difficultés que les personnes non autistes, des difficultés au niveau de la communication verbale et non verbale, des difficultés au niveau des relations en société, des enfants ayant des difficultés au niveau du jeu symbolique, mais ils n'ont pas été diagnostiqués en tant qu'autistes parce que leurs symptômes n'étaient pas aussi sévères. Et elle m'a dit que ceux qui sont nés avec ces difficultés ont besoin d'une approche particulière, d'une démarche particulière, parce que ce sont des enfants qui sont incapables de trouver leur voie dans la vie par instinct. Ils ont donc besoin d'orientation, d'être guidés, d'informations visuelles, etc. Une définition de l'autisme pour l'éducation me fait penser à Karl Popper, un philosophe des sciences, qui a dit qu'en matière de définition scientifique, d'habitude, on les lit de gauche à droite, mais parfois, il est intéressant d'essayer de les lire de droite à gauche. Qu'est-ce que cela signifie pour l'autisme? Eh bien, de gauche à droite, la lecture de gauche à droite, on cherche à définir l'autisme, une définition théorique, et comme vous le savez, dans l'histoire de l'autisme, il y a eu toutes sortes de définitions qui ont été données.
pour l'autisme, je n'entrerai pas dans les détails, mais essayez de comprendre quelque chose en lisant quelque chose de la droite vers la gauche. Eh bien là, si on s'attelle à cela, on commence par regarder les difficultés de certaines personnes qui nient être autistes. Et c'est ce que Lorna Wing a montré dans une de ses études. Il y a pas mal d'aspects dont je voulais vous parler que Adam a abordés. Je ne les répéterai donc pas. Mais maintenant que je vous ai... que j'ai commencé à vous dire, à vous parler de Rita, je poursuis. Une lettre que Rita a écrite à Lorna. Chère Lorna, nous regrettons que vous ne puissiez pas être à la conférence de Théo à Genève. Théo va faire de son mieux pour essayer de parler en votre nom, en quelque sorte, de présenter les idées, vos idées si importantes dans le domaine de l'autisme, et essayer de mettre cela en relation avec votre rôle de parent. Tout cela sera spéculatif et vous-même, vous auriez sans doute du mal à nous dire comment votre rôle de parent a influencé vos conclusions scientifiques. Mais on ne peut, dans le cadre de cette conférence sur le rôle des parents, on ne peut se détourner de vos contributions extraordinaires. Théo va faire une tentative personnelle de présenter vos travaux et votre influence et l'influence que vous continuez à exercer sur sa carrière. Je suis sûre que sans Lorna Wing, je n'aurais jamais fait de recherche en matière d'autisme, mais c'est elle qui m'a inspirée. Et enfin, j'essaierai de donner mon interprétation de la manière dont vous avez été influencé par votre rôle parental. Bien sûr que Rita pourra ajouter à ce que je dirai et je donne donc la parole immédiatement, sans plus attendre, à Rita Jordan. Je peux d'ores et déjà vous confirmer le fait que Judith Gold a lu tout ce que Rita a préparé et elle s'en est montrée extrêmement satisfaite. Elle trouve que Rita a présenté les choses de la meilleure manière qui soit. Bien, je crois que cela fait 10 ans que... Enfin, il y a 10 ans que j'ai parlé à Genève pour la dernière fois. J'ai l'impression d'avoir été en vacances. En tout cas, je suis ravie d'être là. Comme vous le voyez, je suis mal en point. Je me suis cassé la cheville. C'est un petit peu comme ce qu'a dit le docteur Samuel Johnson au sujet d'une femme qui parlait en public. Samuel Johnson l'a écouté. Il a dit, c'est un petit, de façon très charmante, c'est un petit peu comme un chien savant qui se promène sur les pattes arrière. Ce n'est pas qu'il le fasse bien, mais c'est le fait qu'il le fasse qui est extraordinaire et c'est cela qu'il faut saluer. Alors j'espère que vous aurez l'impression que c'est ce que j'essaye de faire. Ma performance ne sera pas très bonne, mais le fait que je sois là, c'est ce qu'il faut saluer et je vous en remercie. Oh, I see. I'm not allowed to play with yours. Oh. So how do I move this one on? Oh, another one. Oh, hidden away. Right. Okay. Good. Good. Does it work? Yes. Okay. So I tried to think. Bien. J'ai essayé d'orienter ma réflexion selon ce que je pense que Lorna aurait dit. Elle a bien entendu ses propres idées. Et donc, je vais vous parler de mon interprétation du rôle du parent et de l'influence de ce rôle de parent dans le travail professionnel et scientifique et la recherche dans le domaine de l'autisme. Mais bien sûr que je ne pourrais pas me montrer aussi passionnée que Lorna. Et on dit toujours que les parents, bien sûr, sont passionnés par leur rôle. Et on sait qu'une mère ou un parent est extrêmement protecteur vis-à-vis de son enfant, qu'il l'aime passionnément et qu'il fera
tout son possible pour le protéger et faire tout ce qu'il faut pour l'enfant. C'est sans aucun doute le trouble le plus difficile à aborder pour les parents. J'ai un enfant moi-même qui est schizophrène et c'est déjà très difficile. Mais le problème avec l'autisme, c'est que, comme pour tout autre handicap, bien entendu, c'est un très grand choc quand le parent découvre que l'enfant si parfait que l'on espérait n'est pas aussi parfait que cela, et en tout cas pas sur certains plans. Les parents donc souffrent grandement et ont énormément de chagrin et des réactions très fortes. Ils réagissent très fort, mais une fois passée la première crise, les parents n'ont qu'une envie, c'est de se retrousser les manches et de se mettre au travail pour que l'enfant vive une vie aussi bonne et positive que possible. Les parents d'enfants autistes, bien sûr, ne sont pas différents à ce niveau-là. Mais la différence avec l'autisme, c'est que ce que l'on fait pour son enfant autiste, le réconfort qu'on veut lui apporter, l'appui qu'on veut lui apporter pour qu'il puisse trouver sa voie dans la vie, eh bien, l'enfant autiste ne sait pas accepter tout cela. Il ne rejette pas, mais il ne sait pas accepter. Il ne sait pas l'accueillir. Donc, vous êtes complètement perdu en tant que parent et vous ne savez plus comment aider votre enfant. Et malheureusement, jusqu'à il y a peu, et même encore aujourd'hui, quand on se tourne vers les professionnels pour trouver des conseils, les professionnels ne savent pas ce qu'il faut faire ou alors ils vous donnent leur propre version, leur propre interprétation de la situation. Et ils n'ont pas nécessairement raison. Donc, le parent est animé d'un amour passionné, mais il ne sait pas toujours ce qu'il faut faire et c'est de cela que découle le stress face à l'enfant autiste. Au début, les travaux de Lorna n'ont reçu aucune reconnaissance, en tout cas pas dans le domaine de la psychiatrie où Lorna travaillait. Si l'on voulait faire carrière, il ne fallait pas être spécialisé en psychiatrie à l'époque. Si l'on voulait obtenir des fonds pour la recherche, ce n'était pas le domaine dans lequel il fallait travailler. Aujourd'hui, il en va autrement. Même si des experts travaillent dans un autre domaine, ils disent « Ah, je travaille dans l'autisme parce que c'est un domaine qui attire les fonds. » Donc, c'est considéré comme positif, mais à l'époque, c'était un domaine étrange et peu connu et un petit peu en dehors du domaine de la psychiatrie. Lorna donc a décidé de se spécialiser dans ce domaine et en cela, elle allait un peu à l'encontre de ses propres intérêts, des intérêts de sa carrière professionnelle. Elle a eu beaucoup de courage, en fait. Elle est arrivée à la conclusion, par rapport à son rôle de parent, que l'autisme c'était quelque chose d'important. Il s'agissait pour elle non seulement de faire ce qu'il fallait pour sa fille, et bien sûr que les enfants autistes sont des êtres humains. Et si l'on écoute ce qu'Adam nous dit, pas tout le monde aujourd'hui même n'est d'accord avec cela. Aujourd'hui, nous avons des descriptions de l'autisme qui excluent l'aspect humain. Par exemple, on souligne les compétences que l'autiste n'a pas, donc approche très négative. Et on parle toujours de comment reconnaître l'autisme et on dresse des listes, des inventaires de toutes les compétences que les autistes n'ont pas. Et donc, il ne s'agit pas d'une... Enfin, on ne décrit pas les autistes comme étant différents, mais comme étant handicapés. Ils ne sont pas typiques, et puisqu'ils sont atypiques, ils sont quasiment malades. Et les personnes autistes, qui ont souvent un excellent sens de l'humour, on ne le sait souvent pas, les autistes ont créé leur propre site Internet et ils ont comparé les neurotypiques aux autistes. Ils ont pris l'autiste comme modèle de l'être humain. Alors,
Et ils ont donné toute une série d'exemples. Les autistes disent la vérité, les neurotypiques mentent, etc., etc. Tout cela a été fait avec beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Et mais malheureusement, d'autres personnes manquant d'humour ont fait en sorte que le site Internet ne soit plus accessible. Et bien entendu, c'est le point de vue qui est toujours important. Si les autistes sont considérés comme des gens qui ont le droit d'être comme ils sont et non pas définis en fonction de leurs limites, eh bien, si on définit les autistes comme ça, on aura déjà fait un très grand pas en avant. Il y a un auteur autiste dont j'oublie le nom, Gunilla Gerland également, nous a dit dans son ouvrage qu'en grandissant, elle n'avait pas l'impression d'être une personne à part entière. Elle n'était pas acceptée en tant que telle. Elle était obligée d'être une pâle imitation de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film Children of a Lesser God avec Marlee Matlin, Les enfants du silence en français, concernant donc les personnes malentendantes avec leur propre langage. Ce film se déroulait dans une école pour enfants sourds. L'acteur principal était professeur là, et puis il y avait une jeune femme qui avait fréquenté cette école et qui était maintenant nettoyeuse dans cette école. Elle était malentendante et ils sont tombés amoureux, le professeur et cette jeune femme, et ils s'aimaient beaucoup, mais quand ils étaient ensemble, le professeur voulait toujours que sa petite amie lui disent « je t'aime », mais pas en langage des signes, en langue des signes, mais qu'elle le lui dise. Et ça la mettait en colère. Elle disait « Pourquoi veux-tu que je parle dans une langue que je ne maîtrise pas? Pourquoi veux-tu que je parle dans une langue qui ne sera jamais la mienne ?» Il connaissait la langue des signes, bien sûr, mais il voulait l'entendre dire qu'elle l'aimait. Et elle ne voulait pas être ravalée au rang de citoyenne de deuxième zone. Et nous vivons le même genre de difficultés, de problèmes dans le domaine de l'autisme. Est-ce que les progrès, on ne peut les saluer que si la personne autiste est devenue moins autiste? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas dire « Ah, mais elle est encore plus autiste » et s'en réjouir? Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est sans doute parce que nous faisons une confusion entre l'essence même de l'autisme et tout ce qui est secondaire, tous les problèmes qui se présentent quand on est différent. Bien sûr, on ne veut pas que les autistes soient victimes de discrimination. On ne veut pas qu'ils se sentent négligés ou de peu d'importance ou qu'ils aient peur. J'ai une amie autiste qui me dit qu'elle déteste être autiste parce qu'elle n'a pas envie de se lever tous les matins avec la peur au ventre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le monde soit moins effrayant pour ce genre de personnes, plutôt que de chercher à les changer, ces personnes? Lorna ne pensait pas qu'il n'y avait rien à faire. Elle reconnaissait que les autistes ont besoin d'appui et d'aide pour réaliser leur potentiel. Mais elle pensait aussi que si l'on arrivait à aller aux sources de l'autisme et à en connaître les causes, eh bien, on pourrait aider encore davantage de personnes. Et en étudiant ce qui fait la différence, on en apprend beaucoup sur soi. Et c'est ce qui rend l'autisme si fascinant. On ne voit pas seulement la différence. On se voit aussi dans les yeux de ces personnes comme dans un miroir. Et on commence à comprendre ce qui est essentiel, ce qui est important dans la vie. Et il ne s'agit pas donc de notre comportement en surface, mais du cœur même de notre interaction.
et de notre individualité. Et certains nous ont dit que le premier ouvrage de Lorna était à l'intention des parents et des professionnels. Donc un ouvrage pratique en quelque sorte. Cela ne vous étonnera peut-être pas, mais parce qu'aujourd'hui on publie beaucoup de livres de ce genre, mais à l'époque ce n'était pas si évident que cela. Quelqu'un qui voulait faire carrière et qui voulait laisser son empreinte dans son domaine, le fait qu'elle ait pu être l'auteur d'une publication, non pas une publication universitaire qui allait lui attirer les louanges de ses collègues, mais le fait qu'elle ait écrit un livre qu'on pouvait utiliser au quotidien, c'était tout à fait inhabituel. Et c'est un ouvrage qu'on peut continuer à utiliser aujourd'hui encore. Lorna avait bien compris que les parents ont un rôle essentiel à jouer. En effet, ce qui rend l'autisme difficile, ce n'est pas des aspects liés au savoir universitaire. Au cœur de l'autisme, il y a des aspects qui ont trait au quotidien, à l'intelligence pratique, à la capacité à fonctionner. Un ami autiste à moi m'a dit que quand on commence à dire « Ah, mais tout le monde sait cela », eh bien, c'est justement ces choses-là que l'autiste ne sait pas. Et c'est avec ces éléments-là, au niveau de ces éléments-là, que l'autiste a besoin d'aide. S'il s'agit d'astrophysique, pour l'autiste, pas de problème. Mais c'est au quotidien, pour les gestes du quotidien, que l'autiste a besoin d'aide. Et qui sera là à ces moments-là? Ce sont les parents. Les parents sont importants pour le travail scolaire aussi, mais là où ils ont leur vraie importance, c'est à la maison, de jour, de nuit. Et Lorna savait, grâce à sa propre expérience, qu'elle n'y était pour rien dans l'autisme de sa fille. Je me souviens que Ruth Sullivan, qui a été évoquée par Adam, lorsqu'elle parlait de Joseph, son fils, qui était un de ses 5 enfants, elle a dit « Je savais que je ne l'avais pas traité différemment des autres, je ne l'avais pas maltraité et que ses difficultés partaient de là. » Certains parents ont cru à ces accusations et ont accepté cette culpabilité. Mais la plupart des parents ont dit non, non, ce n'est pas logique, ça ne résonne pas chez moi, ce n'est pas vrai. Ensuite, Lorna a compris que toutes ces différences dont nous parlons, la nature très large de ce spectre, que l'autisme, ce n'est pas le comportement. Malheureusement, certains de nos manuels de diagnostic et les systèmes de diagnostic sont très axés sur le comportement. Nous n'avons pas encore atteint le stade où nous pouvons poser des diagnostics grâce à la biologie, mais il faut reconnaître que les comportements ne sont qu'un indice parmi d'autres. Pour diagnostiquer l'autisme, il faut aller au-delà des comportements pour atteindre leurs origines. C'est difficile et c'est là où les professionnels ont leur rôle à jouer, mais on ne peut pas traiter l'autisme ou le diagnostic par une liste de critères que l'on coche. Les gens aiment bien ces listes, ils les trouvent objectives. Mais un comportement qui ressemble à de l'autisme ne signifie pas que la personne est autistique. Cela peut être un stress énorme. J'avais une élève qui photographiait les personnes en situation de stress. Les pères qui faisaient les 100 pas dans le couloir de l'hôpital où leur femme accouchait, dans la salle d'attente d'un dentiste, du cabinet d'un dentiste, dans un stade de foot en Angleterre. Et les gens avaient des comportements typiques de l'autisme, ces gestes, l'automutilation.
les gens mordaient leur langue, etc. Vous savez, ce que nous faisons quand nous sommes stressés, ce sont des comportements humains. Si les personnes avec autisme ont ces comportements, c'est parce qu'ils sont stressés. Alors, qu'est-ce qui les stresse? Il faut essayer de comprendre ceux qui ne comprennent pas et non pas dire « Ah, voilà un comportement autiste ». Ce n'est pas le comportement qui constitue l'autisme. Il faut aller au-delà de ces comportements. Alors, la fille de Lorna, Suzy, était autiste et avait des troubles significatifs de l'apprentissage. Donc, Lorna comprenait très bien les autres parents qui avaient des enfants qui avaient du mal à apprendre. Lorsque j'ai commencé à travailler à la première école britannique qui accueillait des personnes autistes avec des troubles de l'apprentissage, j'ai rencontré Lorna. Nous avions d'autres écoles spécialisées auparavant, mais ils avaient adopté la politique de ne pas gaspiller leurs fonds pour essayer d'aider les personnes qui avaient des troubles de l'apprentissage aussi. Ils pensaient que qu'il ne fallait même pas traiter l'autisme de ces personnes parce que le vrai problème, c'était les troubles de l'apprentissage. Parce qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'options de carrière, des relations faciles avec les autres, pouvoir former un couple, etc. Ils vont avoir besoin des autres, peut-être pour s'occuper d'eux de manière très intime pendant toute leur vie. Quelle sera leur vie? Quelle sera la qualité de leur vie si ils mordent, ils griffent ceux qui s'occupent d'eux parce qu'ils ont peur, parce qu'ils paniquent? Ce sont ces personnes-là qui doivent être notre priorité. Nous tenons compte des difficultés d'apprentissage aussi, bien entendu, mais c'est l'autisme qui doit primer. Ces personnes ne vont pas devenir informaticiens, ne vont pas pouvoir compter sur une carrière d'infirmière ou de scientifique. Leur monde sera peut-être un petit peu plus restreint. Ils doivent pouvoir être acceptés dans le monde et dans la société. Mais Lorna a rencontré beaucoup d'autres parents lorsque la société a été créée, les écoles ont été créées. Elle a rencontré des enfants qui étaient très différents de ses propres enfants. Elizabeth Newson, Peggy Eberhard, Helen Alson. Elle avait un enfant qui était un peu comme Suzy. Mais les autres qu'elle fréquentait avaient des enfants Asperger, qui étaient très différents. Donc, dès le début, Lorna a compris qu'il y avait une grande diversité dans ce spectre, mais qu'il y avait aussi un fil conducteur, un point commun. Si vous n'avez rencontré qu'une personne autiste, pour vous, cette personne est le modèle de l'autisme. Et si vous voyez quelqu'un qui a d'autres comportements ou d'autres troubles, vous allez vous dire, non, non, ce n'est pas cela, l'autisme. Ce que Lorna avait comme grande intelligence, c'était de pouvoir voir au-delà des différences pour voir ce qui était commun à toutes ces personnes. Et cela vient de sa grande expérience. Mon premier contact avec l'autisme était un groupe de jeux que j'avais organisé pour les enfants qui étaient exclus du système éducatif. Ces enfants avaient beaucoup de grandes incapacités et ce groupe de jeux marchait bien, mais pour 3 enfants, c'était très difficile. Et je ne connaissais pas l'autisme, j'étais psychologue, mais nous n'avions pas été formés sur l'autisme. Et si quelqu'un m'avait dit à l'époque que ces 3 enfants étaient autistes, j'aurais pensé qu'ils étaient complètement fou parce que ces 3 enfants étaient très différents. Ce n'était que beaucoup plus tard, lorsque j'avais rencontré un certain nombre de personnes autistes, que j'ai commencé à comprendre la nécessité d'avoir énormément d'expérience pour pouvoir extraire le point commun entre toutes ces manifestations. Lorna
arrivé à voir aussi que l'intelligence et l'autisme se trouvaient dans deux dimensions différentes. Certaines personnes étaient considérées comme gravement autistes parce qu'ils avaient des incapacités de l'apprentissage. Mais en fait, ils étaient légèrement autistes, mais avec de grands troubles de l'apprentissage, ces deux choses n'étant pas associées. De l'autre côté, l'on peut avoir des Asperger ou des autistes de haut niveau qui n'ont pas en fait une forme légère de l'autisme. Leur autisme peut être très profond, mais ils sont très intelligents. Et je peux vous dire qu'être très intelligent et avoir un autisme sévère, c'est une combinaison très difficile à vivre. Parce que, à bien des égards, ils sont bien à l'avance par rapport à leur père. Donc, je pense que nous n'avons toujours pas réussi à intégrer cela, que l'intelligence varie tout à travers le spectre et que le degré d'autisme fait la même chose. Donc, il faut adopter une approche individuelle. C'est alors qu'elle a trouvé l'idée du spectre pour pouvoir rendre compte de toutes ces différences. Elle a mis au point également un outil diagnostique qui n'a pas été utilisé au mieux. Mais j'ai grand espoir dans le DSM-5, je sais qu'il présente des problèmes, mais je crois que l'un des avantages sera qu'en introduisant la notion du spectre, nous allons pouvoir utiliser des outils de diagnostic comme DISCO, qui est meilleur que certains outils dont nous disposons actuellement. Lorna a également compris que l'autisme n'est pas un trouble de l'enfance qui s'estompe, qui guérit au fil des années, quelles que soient les techniques que vous utilisez. Il y a des progrès pour la plupart des autistes avec ou sans traitement. Je ne fais pas l'apologie du non-traitement, mais nous savons que les autistes peuvent voir une évolution de leur condition, une évolution positive, et avec une bonne prise en charge, les progrès peuvent être spectaculaires. Et lorsque je parle de progrès, je veux dire un meilleur confort dans le monde, pouvoir être à l'aise dans le monde et que le monde soit à l'aise avec eux. Donc nous pouvons beaucoup faire pour améliorer leur vie, mais ils auront toujours l'autisme à l'âge adulte. Et il faut donc beaucoup de soutien et beaucoup de compréhension. Et c'est là où il faut focaliser toute notre attention sur le monde des adultes. Donc, Lorna a reconnu ce besoin, elle a travaillé pour répondre à ce besoin et sa fille est allée dans un foyer où elle a été très heureuse. Certains des collègues de Lorna l'ont critiquée pour avoir mis sa fille en foyer, en institution, mais elle était sûre de son choix, elle ne s'est pas sentie coupable et je l'admire pour cela. Il y a une solution pour chaque cas individuel et je crois qu'elle a bien choisi. Elle a trouvé un foyer adapté, elle a soutenu ce foyer. Suzy était heureuse à l'époque. Et à l'époque, Lorna était encore assez jeune pour accueillir Lorna à la maison le week-end. Et Suzy adorait rentrer à la maison pendant le week-end. Et ils avaient une vie agréable, et Suzy aussi. Et peut-être que cela n'aurait pas été le cas si Lorna avait décidé d'arrêter de travailler pour se consacrer à 100% à son enfant. Ce n'est pas toujours la meilleure approche. Cela dépend des cas. Donc, Lorna a accepté que les solutions, comme les manifestations, sont multiples. Et elle a présenté l'idée du diagnostic pour les adultes. C'est difficile, bien sûr, c'est plus difficile, il est difficile de remonter aux origines de ces comportements, mais c'est important tout de même, parce que c'est dommage que ces adultes doivent attendre leur diagnostic pendant si longtemps. Et certaines personnes disent, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un diagnostic? L'autre jour, j'ai vu un homme de 65 ans qui venait d'avoir son diagnostic. Et il a accepté d'être interviewé par moi et je lui ai demandé avec mes collègues, qu'est-ce que ça change pour vous? Pourquoi est-ce que vous voulez être diagnostiqué à l'âge que vous avez? Et il a dit, bon, je dirais ce que les parents disent toujours. Cela donne un sens à ma vie. Sinon, je vais toujours me poser la question de savoir pourquoi toutes
a toujours été si difficile pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai fait toutes ces erreurs? Il y a un schéma qui devient visible et j'arrive à suivre et cela donne un sens à ma vie. Mais Lorna n'est pas seulement une mère, elle est également scientifique. Comment est-ce que cela l'a aidée dans son rôle de parent? Eh bien, et cela l'a aidée aussi dans son travail que d'avoir une fille autiste. Elle a fait des recherches sur l'épidémiologie. Elle a compris tout de suite que les parents n'avaient aucun rôle dans cette maladie. Elle a compris aussi qu'il n'y avait pas de panacée, que chaque famille, chaque personne autiste avait besoin d'une solution personnalisée. Elle valorisait la qualité de la vie et non pas une liste de comportements qu'il fallait éliminer, une qualité de vie que l'on peut mesurer par le bonheur, le bien-être de la personne. Et elle a été peut-être la première à comprendre que être autiste et très intelligent n'était pas forcément facile. Bon, les parents sont contents d'avoir un enfant intelligent, bien entendu, mais elle a compris les difficultés que cela impliquait pour ceux qui étaient très intelligents, qui devaient lutter pour prendre leur place dans la société, pour être acceptés. C'était une lutte de tous les jours. Sa fille avait accepté une vie plus limitée, mais elle était heureuse dans cette vie. Donc, elle a compris que le pronostic n'était pas toujours évident si l'on se basait uniquement sur l'intelligence. Donc, elle a étudié ces facteurs, les facteurs qui ont contribué à la prise en charge de sa fille, la qualité de sa vie. Elle a essayé de faire le plaidoyer pour ces mesures dans la prise en charge des autres. Elle savait qu'il était important que les parents et les professionnels travaillent ensemble. Lorsque les parents sortaient de chez Laura Wing avec un diagnostic, ils avaient une attitude plus positive envers leur enfant. Ils n'étaient pas anéantis. Bon, c'est un moment important dans la vie. Aucun parent n'oublie ce moment. Et si vous ne présentez que des points négatifs, comment est-ce que les parents vont se sentir? Même Mark Roger, qui avait posé un jour un diagnostic sur des jumeaux, a dit à la mère, vous avez 2 fils magnifiques qui sont aussi beaux aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Rentrez chez vous et profitez de votre vie avec vos enfants. C'est important de se rappeler que ce n'est pas parce que votre fille ou votre fils a un autisme qu'il cesse d'être une belle personne. Ensuite, elle a consacré son temps à la diffusion de ses recherches. Elle passait énormément de temps à faire des présentations dans des congrès, des conférences, non pas uniquement des congrès scientifiques très prestigieux, mais les congrès, les formations des associations nationales. Et bien entendu, il y a eu son travail pionnier avec Judy qui a repris le flambeau. Et bien entendu, elle était toujours prête à soutenir des jeunes ou plus jeunes professionnels comme moi-même. Alors, comme nous l'avons entendu, Adam l'a dit, par exemple, il y a un grand nombre de personnes qui ont fait évoluer les choses en matière d'autisme, mais je pense que la personne qui a apporté la plus grande contribution, c'est sans aucun doute Lorna, et je voulais la remercier publiquement.